raisons de la rédaction d'un protocole de recherche avant la réduction et avant la rédaction de tout document scientifique. Pourquoi on doit rédiger un protocole de recherche, quels sont ses avantages et en quoi cela consiste. C'est ce que nous allons voir dans la partie 1. Au niveau de la partie 2, nous allons voir le comment du protocole de recherche, comment ça se présente et quelles sont les différentes parties d'un protocole de recherche et en quoi, de quoi il s'agit concrètement. Maintenant, si vous êtes sage, on va aller au niveau de partie 3 où je vais partager avec vous quelques verbes d'action et leur taxonomie. C'est quoi la taxonomie d'un verbe? C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple dans votre méthodologie, vous voulez calculer quels sont les différents verbes que vous pouvez aborder, que vous pouvez utiliser pour parler de calculer. C'est un peu le problème qui se pose parce que beaucoup parmi nous ne savent pas quelle est la différence entre effet et impact. Pourquoi on parle d'évaluer? Quand est-ce qu'il faut parler de comparer? Quand est-ce qu'il faut parler d'étudier, évaluer, comparer, analyser, tout ça là. Donc, on va essayer de sortir la part des choses dans tout ça là. Et à la fin, je vais prendre vos thèmes pour essayer de voir avec vous comment on va faire l'application pour répondre aux exercices proposés et demandés par l'enseignant. J'ai vu que le docteur a demandé à ce que vous rédigez un protocole que je vais appeler un mini protocole parce que vous êtes appelé seulement à présenter le thème, l'objectif, l'hypothèse, la problématique, les questions de recherche. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, le protocole de recherche, pourquoi? Il faut dire que la rédaction d'un protocole de recherche en sciences économiques, d'accord, avant de rédiger un mémoire de licence, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons-là, j'ai choisi de numérer 4. D'accord? Et 5. Vous avez le protocole de recherche, en premier lieu, permet de structurer la recherche. C'est-à-dire, c'est le squelette, si vous voulez, de votre recherche. C'est un peu le canevas. C'est lui qui vous permet de savoir, dès qu'on a votre protocole de recherche, c'est comme si un projet de recherche. Quand vous voulez faire une activité, vous parlez de budget. Alors, le protocole de recherche est comme un budget. Donc, c'est là que vous avez les prévisions de ce que vous allez faire. Donc, un protocole de recherche permet de structurer votre travail de recherche de manière méthodique. Il vous aide à organiser vos idées, vos objectifs, vos méthodes et les potentiels résultats. Donc, cela vous permettra de suivre un plan clair, cohérent, tout au long de votre recherche. En réalité, quand vous avez un protocole de recherche, ça fait 10% de la rédaction d'un document, que ce soit en mémoire et autres là. Quand vous validez votre protocole de recherche, c'est comme si vous avez fini votre travail. Tout ce qui vous reste, c'est la collecte des données et puis comment agencer les trucs, c'est tout. Protocole de recherche permet aussi de clarifier l'objectif de la recherche. D'accord? Elle vous oblige, le protocole de recherche, donc vous oblige à définir clairement l'objectif de votre recherche. Cela vous aide à comprendre. Ça vous aide à comprendre ce que vous souhaitez accomplir. Donc, une fois que vous avez un objectif clair, il n'y a pas de souci dans le reste de la rédaction. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous commencez par creuser un trou et vous ne saviez pas, est-ce que ce trou-là va permettre d'atteindre le tuyau que je veux? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est au protocole de recherche de faire, je ne sais pas, un saut pour aller voir jusqu'en avant. Voilà ce que le gars là est en train de dire. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Quels sont les objectifs que je dois fixer? Parce que plus tard, on va voir que l'objectif doit être clair, précis et atteignable. Vous ne pouvez pas fixer un objectif que vous êtes incapable d'atteindre. Le protocole de recherche permet de développer une problématique pertinente. On sait quelle est la difficulté pour nous, étudiants,
de sortir ce qu'on appelle une problématique. Le protocole va nous permettre de faire tout ce balayage-là. D'accord? Il vous oblige à identifier les lacunes dans la littérature existante, c'est-à-dire dans tout ce qui a été fait dans la science économique ou bien dans le domaine que vous voulez étudier. Donc, la problématique va vous permettre, c'est-à-dire dans le cadre de la rédaction du protocole, il y a une partie problématique qui va vous permettre de revoir tout ce qui a été fait pour essayer de voir quels sont les problèmes, quels sont les non-dits, quelles sont les insuffisances. D'accord? Et à partir des insuffisances-là, vous allez essayer de dégager une problématique, fixer des questions de recherche. Cela garantit que votre recherche soit pertinente et qu'elle apporte une contribution significative au domaine des sciences économiques. Protocole de recherche pour définir une méthodologie. Vous pouvez voir 4, 5, 6 articles qui ont le même thème ou le thème similaire. Mais en matière de méthodologie, ce ne sera pas la même. Si vous n'aviez pas en amont un protocole de recherche, ça va être difficile pour vous arriver au bon moment de voir comment vous allez faire pour établir scientifiquement la vérité. Parce que sans méthodologie, vous ne pourrez rien faire. Et sans données, il n'y a pas de recherche. Je suis sûr que le docteur Draman vous a dit ça là. Sans données, il n'y a pas de recherche. Donc, si vous êtes en train de rédiger un document et que vous êtes au niveau du protocole, à partir de là, déjà, vous allez essayer au niveau de la méthodologie de voir quel type de données vous avez, comment les collecter et quelles sont les méthodes que vous allez utiliser. Donc, le protocole de recherche, en définissant votre méthodologie dès le départ, vous vous assurez d'utiliser des méthodes appropriées et rigoureuses pour obtenir des résultats fiables. Ça ne sert à rien d'avoir des résultats qui ne sont pas fiables. Le protocole de recherche, enfin, il permet d'éviter les erreurs et les problèmes. Dès que je veux rédiger, j'ai un thème, dès que je commence par rédiger le protocole de recherche, s'il y a un problème au niveau de l'accessibilité des données et autres là, je vais comprendre ça en même temps et savoir comment je vais faire pour les éviter. Donc, le protocole de recherche peut vous permettre d'éviter les erreurs qui pourraient survenir. D'accord? Et ça va vous permettre d'économiser le temps et des efforts. D'accord? En vous assurant que vous suivez une approche méthodique bien planifiée. Alors, donc tout ça là, si on va résumer, pourquoi on rédige un protocole de recherche? La rédaction d'un protocole de recherche en sciences économiques avant de rédiger un mémoire de licence est essentielle. Ce n'est même pas un mémoire de recherche. Quel que soit le document scientifique que vous voulez rédiger, vous devez en amont rédiger un protocole de recherche. Pour la petite histoire, lorsque j'ai déposé mes dossiers pour le master recherche, on m'a demandé de définir ce que je vais étudier et de faire un protocole de recherche. C'est à partir des protocoles de recherche qu'on a fait les sélections et on a pris des gens. Au niveau de la rédaction des projets, il y a un semblant de protocole de recherche qu'on appelle le TDR, les termes de référence. Pour ceux qui ont fait des associations, et je ne sais pas, d'élèves, étudiants et autres, là, de communes, de quartiers ou d'arrondissements, vous êtes quand même une fois passé par là, ou bien ceux qui sont en stage dans les ONG, les mairies et autres, là, vous allez entendre, on va parler de TDR. Est-ce que les TDR sont validés? Quand on parle de TDR, c'est comme un protocole de recherche aussi, parce que c'est un document qui prévoit les activités à mener dans le cadre d'un projet, d'un événement ou quelque chose, je ne sais quoi. Donc, ça permet de clarifier vos objectifs, développer une problématique pertinente, définir une méthodologie appropriée et éviter les erreurs potentielles. Cela va garantir que votre recherche soit rigoureuse, significative et que cela contribue au domaine de la science économique. Même si d'autres pourront voir une exagération, comment se fait-il qu'à partir de la licence déjà, on va contribuer au domaine de la science économique? Eh bien, ça se fait parce que c'est dès la licence, normalement, c'est pourquoi vous devez savoir comment vous rédigez vos documents. Si vous allez copier les travaux de quelqu'un, eh bien, vous allez venir en master et vous serez obligé de chercher un autre thème. Vous ne pouvez même plus dire à quelqu'un, j'ai soutenu en licence. Ils vont te demander quel thème. Je peux voir ton document et les gens vont constater que dans ton document, c'est un document ancien que tu as copié. C'est une honte, c'est de la malhonnêteté intellectuelle.
il faut bien suivre les cours de méthodologie de recherche. Il faut appliquer ça rigoureusement. Ce n'est jamais facile. C'est pourquoi on nous donne des mois pour rédiger un mémoire. Sinon, quand on est au collège, quand on parle d'exposer, là, au plus, c'est une semaine, 2 semaines. Mais ici, on nous donne un document qui est semblable à un exposé, mais on nous dit qu'on va faire 3 mois. C'est parce qu'on sait qu'il y a du pain sur la planche. Et si on est honnête intellectuellement, il faut prendre le temps pour rédiger un bon document. J'espère que vous m'avez compris. On va passer. Donc, vous savez déjà pourquoi il faut rédiger un protocole de recherche. Si vous avez des questions, vous allez recopier ça dans votre cahier de notes. À la fin, je vais vous donner la parole et chacun va donner et va poser ses questions et on va y répondre ensemble. Alors, nous allons passer à la partie 2, le protocole de recherche. Oui, on sait maintenant pourquoi il faut rédiger un protocole de recherche. Mais comment réaliser le protocole de recherche? Quelles sont les différentes parties d'un protocole de recherche? Alors, les différentes parties d'un protocole de recherche sont 8. Pour certains, d'autres 7. Parce qu'il y en a qui ne mettent pas l'introduction. Alors, vous avez une introduction, vous avez une problématique, des objectifs, notamment un objectif général et des objectifs spécifiques. Vous avez des hypothèses, vous avez une revue de littérature, vous avez la méthodologie de recherche, les résultats attendus et la référence bibliographique. Introduction. Alors, au niveau de l'introduction, qu'est-ce qu'on attend du chercheur? Au niveau de l'introduction, vous commencez par une accroche pour susciter l'intérêt du lecteur. N'oubliez pas que cette phrase que l'on nous a dit depuis la 6e, elle est valable pour tout document. L'introduction est le premier contact entre le lecteur et votre document. Si vous avez pu maintenir son attention, alors il va lire votre document. Ça ne sert à rien de produire un document que personne ne lira. Ça ne sert à rien de produire un document que personne ne lira. Alors, vous allez commencer par une accroche pour susciter l'intérêt du lecteur. Il s'agira de présenter un contexte général de votre recherche en mettant en évidence l'importance du sujet dans le domaine des sciences économiques. Pour la plupart, puisque nous sommes dans un groupe où vous devez travailler sur la sécurité alimentaire ou la production du coton bio-conventionnel, la sécurité alimentaire aujourd'hui est un sujet d'actualité. Si on est en train de parler de pression démographique, il faut réduire les naissances, tout ça là, c'est parce que nous avons un problème à nourrir la population mondiale. C'est pourquoi on est en train de parler de sécurité alimentaire, d'insécurité alimentaire. Donc, vous devez présenter le contexte général en prenant du plan général pour commencer par venir. C'est comme si c'était une pyramide renversée. Vous commencez par une base et vous revenez en rétrécissant la largeur. Vous rétrécissez la largeur jusqu'à venir à un sommet. Le sommet étant vos questions de recherche. Alors, vous devez introduire votre problématique de manière claire et concise en expliquant pourquoi votre sujet-là mérite d'être étudié. Vous fournissez une brève description de la structure de votre mémoire pour guider le lecteur, c'est-à-dire, et comme vous avez l'habitude de le faire, et au cours primaire, on dit dans les lignes à suivre, ici, vous allez trouver, il y a des manières, je vais vous apprendre ça par la suite, il y a des manières, des formulations qu'il faut faire pour présenter, pour décrire la structure de votre document. Donc, rien qu'en lisant l'introduction, l'intéressé est au courant qu'il y a des problèmes et que voilà votre plan d'argumentation que vous comptez mettre en œuvre avec une démarche scientifique pour résoudre les questions de recherche qu'il trouvera dans la problématique. La problématique, il s'agira ici d'identifier le problème spécifique que vous souhaitez résoudre ou la question à laquelle vous souhaitez répondre. On est en train de parler de l'insécurité alimentaire. C'est un problème, c'est un phénomène.
quelle partie de l'insécurité alimentaire vous intéresse? Quelle est votre cible, c'est-à-dire dans quelle localité vous voulez étudier ce problème-là? Donc, comme ça se fait dans les classes intérieures, vous avez deux sortes de problématiques. Vous pouvez sortir une problématique sur phrase déclarative, comme vous pouvez sortir une problématique sur phrase interrogative avec des questions de recherche. D'accord? Si vous êtes aisé en français et que vous avez un vocabulaire assez large, vous pouvez faire ça sous forme déclarative. Mais je vous conseille de faire profil bas, d'être humble et de faire des questions de recherche. L'objectif ici est de vous donner les différentes parties qui sont dans la problématique. Ça va vous permettre, à travers les statistiques et ce que vous avez pu trouver dans les documents, des articles, des revues, des, je ne sais pas quoi, des catalogues, des budgets, des rapports et autres, des organisations, que ce soit des organismes publics, des administrations publiques telles que le ministère du Plan et du Développement, le ministère, comment on appelle, du cadre de vie et du développement durable, le ministère de l'économie à travers l'Institut national de la, comment on appelle, de la planification, que ça soit au niveau de la FAO, que ça soit au niveau de la Banque mondiale. Les documents que vous trouvez, vous essayez de voir quelle est la partie qui vous intéresse. C'est que le problème, c'est quoi? Vous avez, je dirais, vous entassez de beaucoup de documents au point où vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut prendre. Et quand on ne vous oriente pas, vous serez obligé, vous serez tenté d'aller copier la problématique d'un article pour déposer. Et aujourd'hui, il n'y a pas un voleur qui mérite d'être puni que celui-là qui vole l'effort intellectuel d'un chercheur. Il faut faire l'effort de savoir comment reformuler comment on appelle, les documents que vous trouvez et surtout comment référencer les documents. Dans la problématique, il est question que vous vous assurez que votre problématique soit suffisamment spécifique pour être traitée dans le cadre de votre mémoire. Il ne faut pas aller prendre une problématique où je dirais une problématique qui sera large, vague. Quand je suis en train de dire large, je ne suis pas en train de parler du nombre de pages ou bien du nombre de lignes. Non, non, non. Je suis en train de parler d'une problématique qui sera vague. On ne sait plus qu'est-ce que vous voulez dire dedans. On ne sait plus quel est l'aspect que vous voulez prendre. Si c'est sur la consommation, vous voulez travailler, fixez-vous sur la consommation. Quel type de consommation? Est-ce que c'est consommation intermédiaire? Est-ce que c'est consommation des ménages? Est-ce que c'est consommation des entreprises? Est-ce que c'est consommation d'administration publique? Je veux travailler sur la sécurité alimentaire. Quel côté de la sécurité alimentaire? Est-ce que c'est au niveau des producteurs? Est-ce que c'est au niveau de la population globale? Est-ce que c'est à Paracou? Comment? C'est au niveau de la problématique que vous fixez déjà. On sait déjà lui là où il va. Il faut fixer une problématique qui sera précise et spécifique. Alors, après la problématique, viendra là où vous allez fixer vos objectifs. Retenez qu'il y a un lien entre problématique, question de recherche, objectif et hypothèse. Ici, il s'agit d'énoncer clairement les objectifs de votre recherche. Ces objectifs-là doivent être spécifiques, mesurables, atteignables. Tel que la problématique ne doit pas être vague, elle doit être précise, spécifique. C'est comme ça que vous devez avoir des objectifs aussi spécifiques. Pour que dès que l'intéressé voit déjà vos objectifs fixés, il peut s'attendre déjà à différents types de méthodologies, de méthodes que vous allez utiliser pour pouvoir résoudre votre problème. D'accord? Et il faut savoir que quand vous prenez
objectifs. En FASEG, nous avons généralement 2 objectifs spécifiques qui dérivent d'un objectif général. Si je prends par exemple quelqu'un qui veut travailler sur la rentabilité, vous avez l'objectif général est d'étudier ou bien d'analyser la rentabilité de telle production. Quand vous faites recours à votre cours d'économie rurale 2, quand on parle de rentabilité, nous avons 2 types de rentabilité. Il y a la rentabilité économique et la rentabilité financière. Alors, si vous prenez comme objectif général étudier la rentabilité d'une production ou d'une unité de production, les objectifs spécifiques seront 2. Vous avez un objectif spécifique qui sera relatif à la rentabilité économique et un objectif spécifique qui sera relatif à la rentabilité financière. Si vous voulez travailler seulement sur la rentabilité économique, vous avez l'objectif général qui est fixé peut-être sur la rentabilité économique. Et au niveau de la rentabilité économique, nous avons la marge brute et la marge nette qui peuvent juger de la rentabilité économique de quelque chose. Donc, si votre objectif général est d'étudier la rentabilité économique, c'est que vos objectifs spécifiques doivent être des dérivés de la rentabilité économique. Donc, vous aurez un objectif spécifique qui va parler de la rentabilité économique sur le plan marge brute et l'autre qui va parler de la rentabilité économique sur le plan marge nette. Donc, vous direz évaluer peut-être, d'accord, la marge brute, ou bien calculer la marge brute de la production, déterminer la marge nette de la production. Et marge brute, marge nette, ça permet déjà de juger si le truc est rentable ou pas. Maintenant, lorsque nous venons au niveau des hypothèses, c'est quoi les hypothèses? Les hypothèses sont basées sur les questions de recherche et les objectifs. Je vous disais tantôt qu'il y a un lien entre questions de recherche, objectifs et hypothèses. Si votre objectif est que vous avez parlé de rentabilité, vous avez un objectif sur la rentabilité économique, un objectif sur la rentabilité financière. Alors, quelles seront vos hypothèses? Les hypothèses sont relatives aux objectifs spécifiques. Si j'ai dit je veux étudier la rentabilité économique, c'est qu'à la fin, ce que j'aurai comme résultat possible, c'est soit on a rentabilité, c'est rentable, ou ce n'est pas rentable. Si mon objectif est que je suis en train de parler de l'effet du changement climatique, c'est soit le changement climatique a un effet positif et significatif, soit ça a un effet négatif et significatif, ou bien négatif, non significatif. Ce qui est sûr, quand on est en train de parler d'effet, ça doit être positif ou négatif. Donc, votre hypothèse sera une réponse possible. Ça ne veut pas dire la réponse correcte, non, la réponse possible. Parce que, par définition, quand vous lisez les thèses de Karl Popper sur la méthodologie de recherche, il dit une hypothèse, c'est un résultat en sursis, c'est un résultat provisoire. D'accord? Si vous voulez faire recours au cours de probabilité, il faut savoir que c'est un cas possible, c'est une issue possible qu'on appelle hypothèse. Donc, si je suis en train de parler de rentabilité économique, comme hypothèse, je peux dire telle production est économiquement rentable. C'est une vérité provisoire. Si je suis en train de parler d'impact ou d'effet, je peux dire ça a un impact positif et significatif. Maintenant, les hypothèses ne se fixent pas dans tous les sens n'importe comment. Ça doit suivre une théorie ou un raisonnement propre. Quand je parle d'une théorie,
Nous savons que, d'après la loi psychologique fondamentale de Keynes, les individus ont tendance à accroître leur consommation au fur et à mesure que leur revenu augmente, mais d'une quantité moins proportionnelle que l'augmentation du revenu. Ça veut dire qu'on peut s'attendre, lorsqu'on est en train de parler de l'effet du revenu sur la consommation, que l'hypothèse soit le revenu a un effet positif et significatif sur la consommation. Ou bien, maintenant, dans la réalité, vous pouvez étudier, vous allez voir que ça a un effet négatif et vous allez vous justifier. Donc, c'est comme ça. Mais il faut suivre un raisonnement que les gens peuvent comprendre. Tu ne peux pas être en train de travailler, je ne sais pas, sur la loi psychologique fondamentale de Keynes et que, dans ton hypothèse, tu es en train de prendre que comment on appelle, la consommation, la proportion marginale à consommer est nulle et tu veux avoir une consommation qui va dépendre du revenu. C'est faux. Donc, vous pouvez énumérer des hypothèses spécifiques que vous souhaitez tester dans votre recherche. Alors, ces hypothèses sont des suppositions, comme je l'ai dit tantôt, ou des prédictions basées sur des théories existantes ou sur votre propre raisonnement. Ça dépend. Quand je dis telle production est rentable, c'est un raisonnement que j'ai décidé. Aucune théorie ne me dit que c'est rentable. Mais je sais que si, par définition, si ce n'est pas rentable, les gens ne vont pas continuer à produire. Donc, je prends comme hypothèse que c'est rentable. À la fin, les résultats me diront si j'ai tort ou j'ai raison. Après hypothèse, nous avons la revue de littérature, la fameuse revue de littérature. Pour être sincère avec vous, lorsque moi-même j'étais en train de rédiger mon premier document scientifique, voilà la partie qui m'a donné de fil à retordre. Ici, il s'agit de faire un bilan, un état de la connaissance sur le sujet. C'est pourquoi on a appelé ça revue de littérature. Vous allez faire état de connaissance. Quand vous prenez des documents, il y a des documents où on dit état de connaissance ou bien bilan de la connaissance. Parce que c'est là que vous devez revoir tout ce qui a été fait par les gens. Parce qu'il n'y a pas ce thème-là dans le monde que vous allez choisir et on vous dira que vous êtes les premiers à traiter ce thème-là. Il y a toujours des gens qui ont déjà travaillé sur ça, surtout en licence. Surtout en licence. Quand vous prenez COVID-19 qui est sorti avant-hier, là, prenez seulement guerre Ukraine-Russie. Allez sur Google Scholar, vous tapez guerre Ukraine-Russie. Vous allez voir le nombre d'articles qui a été rédigé sur les causes, les conséquences, les effets, tout ça là. Donc la recherche va à une vitesse exponentielle. Et vous devez faire ici un état de la connaissance sur le sujet. Vous allez effectuer une recherche approfondie pour identifier les travaux qui existent sur votre sujet. C'est ça qui est difficile. Parce qu'à un moment donné, vous voyez que non, ça là que je suis en train de faire, je suis le seul. Mais quand vous commencez la revue de littérature, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé les mêmes choses que vous. Ainsi, vous allez aussi regarder les théories et les concepts, les résultats pertinents liés à ce que vous êtes en train d'étudier, que des gens ont déjà eu. Vous devez faire ressortir ça dans votre revue de littérature. Vous devez résumer et analyser les travaux existants. Alors, pour une revue de littérature complète, elle doit être de 3 parties. Un cadre conceptuel où vous définissez les concepts, parce que nous savons que la majorité des mots sont polysémiques, c'est-à-dire c'est des mots qui ont plusieurs définitions. En général, les littéraires nous disent qu'un mot a sa définition dans le contexte où il est employé. Donc, vous devez conceptualiser, vous devez donner le sens que vous devez dire le sens que vous donnez aux concepts qui sont dans votre recherche. Donc, vous faites une clarification conceptuelle, telle que ça se fait dans les exposés et autres là. Donc, c'est là le cadre conceptuel. Vous avez un cadre
théorique, où vous parlez là de la théorie économique sur le sujet. Et après, vous allez faire un cadre empirique qui consiste à résumer les travaux, sortir les lacunes. Il est vrai que telle personne a fait l'effort et telle personne a étudié ça là, ça là, ça là. Mais dans son travail, il a utilisé telle variable, telle variable, telle variable. Nous pensons qu'il aurait pu utiliser telle variable, telle variable, telle variable. Il a utilisé telle méthodologie. Alors que nous savons que telle méthodologie porte tel biais, telle insuffisance. Si bien que nous ne pouvons pas faire totalement confiance à ces résultats. Voilà ce que nous pensons faire. Donc c'est ça, la partie où on dit de résumer et analyser les travaux existants en mettant en évidence les lacunes, les controverses ou les questions non résolues de la littérature. Donc c'est un peu ça. Quand on dit la littérature, là, c'est l'ensemble des documents scientifiques rédigés sur un sujet donné. Alors, à part la revue de littérature, vous venez au niveau de la méthodologie de recherche. Si vous avez bien suivi, déjà dans la revue de littérature, déjà vous parcourez des documents et vous regardez leur méthodologie. Quelles sont les méthodologies qu'ils ont utilisées? Parmi les méthodologies utilisées là, laquelle je maîtrise? Laquelle je maîtrise? Les critiques que j'ai faites sur les méthodologies d'autrui là, comment je peux faire moi pour prendre une méthodologie qui sera, je dirais, sans critique, ou bien je dirais qui ne va pas souffrir de beaucoup de critiques, parce que nul travail humain n'est parfait. Il y a toujours des insuffisances dans nos travaux. Donc, on va regarder une méthodologie que je maîtrise, le modèle utilisé. Est-ce que moi j'ai telle variable, telle variable? Si je n'ai pas telle variable, ça veut dire que la méthodologie là n'est pas en adéquation avec ce que je veux faire. Est-ce que j'ai la capacité intellectuelle pour utiliser telle méthodologie? Est-ce que je ne vais pas utiliser une méthodologie que je maîtrise? Voilà là où ça va se décrire. La méthodologie est composée de méthodes de collecte de données, et les données utilisées, les sources de données, et comment on appelle, le modèle utilisé et les procédures d'échantillonnage. Où est-ce que j'ai trouvé les données? Quand c'est, comment on appelle, des enquêtes, donc c'est des données primaires, comment j'ai fait l'échantillonnage, quelle est la population mère, quelles sont les techniques statistiques que je vais utiliser pour analyser les données. Et si vous avez compris, comme le protocole de recherche, c'est un projet de recherche, ça veut dire que la majorité de ces parties-là doivent se rédiger à quel temps? Au futur. Nous utiliserons, nous analyserons. Voilà un peu comment ça va se passer au niveau de la méthodologie. Les résultats attendus. Alors, ici, vous n'êtes pas obligé de le donner dans le cadre de la rédaction d'un mémoire. Mais si c'est un projet que vous faites comme un appel à candidature, par exemple, il y a l'ONU ou bien l'UEMOA qui veut, ou bien je dirais l'INSAE qui veut étudier l'effet de la réduction ou bien de la baisse du prix du soja sur le revenu des ménages et qu'on vous demande en tant que chercheur de leur proposer un protocole de recherche, vous devez donner des résultats attendus. On saura quels sont les possibles résultats que vous voulez atteindre. Maintenant, ça ne veut pas dire, puisque le protocole de recherche, c'est des prévisions, ça ne veut pas dire que si vous fixez des résultats, vous devez les atteindre. Non, non, non. Vous pouvez fixer des résultats et à la fin, vous allez voir que les résultats que vous avez fixés là, peut-être vous vous êtes trompé. Et comment on appelle la fameuse phrase de, comment on appelle, les résultats théoriques ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux je dirais, de Mendel en terminale là. Elle est bien valable ici. Donc ici, vous faites une prédiction éclairée
sur les résultats probables de votre recherche. Vous pouvez vous baser sur des études antérieures similaires. Par exemple, dans le cadre de telle étude, telle personne avait trouvé que c'est positif. Et moi, je pense trouver que c'est positif. Maintenant, à la fin, je vais voir si c'est positif ou pas. Donc, il est à noter que ces résultats réels, les résultats réels peuvent différer des résultats attendus. Et c'est tout à fait normal dans la recherche. Donc, la partie résultats attendus permet simplement de poser une base pour orienter votre étude et de montrer que vous avez réfléchi aux implications potentielles de votre recherche. Voilà un peu. Maintenant, la revue et la référence bibliographique. Ici, cette partie permet de répertorier, c'est une liste que vous faites des documents, des sources que vous avez consultées, ceux que vous avez cités, et vous devez les faire selon des styles bien appropriés. Vous avez soit le style APA, vous avez le style de Harvard University, que je suis sûr, le docteur Draman vous a parlé de ça, et vous avez même fait des exercices sur, on vous donne un article de recherche et on vous dit de référencer ça. Donc, il y a un style où vous devez mettre nom de l'auteur, point, son prénom, et l'initiale de son prénom. Vous mettez le thème de son travail ou le titre de l'article, point virgule. Vous mettez la revue dans laquelle elle est publiée. Vous mettez l'année et comment on appelle le nombre de pages. Donc, c'est un peu ça qui est fait. Alors, je peux dire que nous sommes à la fin des différentes parties d'un protocole de recherche et j'espère que vous êtes en train de rédiger et vous êtes en train de rédiger vos préoccupations. Nous allons passer à la troisième partie qui, juste lorsque je vais finir, je vais vous permettre de poser vos questions. Alors ici, je veux partager juste avec vous quelques verbes d'action pour éviter les répétitions que nous avons dans les documents. Quand vous prenez les documents de la FADEC et quand vous allez une fois à la bibliothèque, le mot analyse a déjà été utilisé plus de 1000 élèves, 1000 étudiants, pardon. Quand vous prenez le mot impact, effet, c'est des trucs qui viennent à répétition. Il faut changer. Il faut changer. Donc pour cela, je vais vous donner ici, par exemple, quand il s'agit de connaissances, vous allez dire, nous voulons citer, copier, définir, énoncer, enregistrer, énumérer, mémorier, ainsi de suite. Quand il s'agit de compréhension, vous pouvez parler de caractériser, classer, comprendre, définir, détailler. Tous ces mots-là ont des définitions proches. Quand vous avez application, vous pouvez appliquer, assembler, calculer, choisir, démontrer, employer, esquisser, illustrer, interpréter, opérer. Voilà tant de mots. D'accord? Quand il s'agit d'analyser, vous pouvez dire analyser, calculer, catégoriser, critiquer, discriminer, distinguer, examiner, expérimenter, évaluer, inventorier, questionner, sélectionner, solutionner, tester. Tout ça là sont des mots que vous pouvez utiliser. D'accord? Interpréter, ordonner, organiser, planifier, préparer, proposer. Tout ça là, ce sont des mots que vous pouvez utiliser. Je vais vous donner ce répertoire là dans un fichier Word si vous le souhaitez. Alors, nous sommes à la fin de ce que j'ai prévu comme présentation. On va passer maintenant à vos questions. Et peut-être nous allons passer aux choses sérieuses à la fin. Alors, nous allons partir un à un. Et comment dirais-je, Ashraf, j'espère que tu es en ligne et tu me suis. Tu peux allumer ton micro maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Doyen. Je vous suis très très bien et je vous écoute aussi.
Qui est resté du début jusqu'à la fin? Il y a Hubert là, non? Monsieur Hubert, il est là. Hubert, il n'est pas là. Ok. Je veux quelqu'un qui va me faire la liste de ceux qui ont participé à la séance. On va passer d'abord. Je t'écoute. Ashraf, je t'écoute. Il faut poser ta question. Ok, merci beaucoup, doyen, pour l'effort que vous avez fourni. C'est très, très gentil et je ne saurais quoi dire pour cette séance. On avait des lacunes et vu les explications que vous avez eu à donner, on voit un peu clair maintenant sur ce qui nous attend. Vraiment, merci beaucoup pour l'effort et merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré. Maintenant, ma première préoccupation est celle-là. Comme vous avez utilisé Google Meet pour la séance, est-ce que Google Meet ne prend pas plus de personnes que ceux qui ont participé maintenant, ou bien c'est parce que les autres sont en retard, ils n'ont pas pu intégrer pour suivre avec nous la discussion? Parce que dans notre forum, j'ai constaté qu'il y a au moins 3 personnes, 24 personnes qui se sont plaintes, qui sont en train de cliquer sur le lien et ça ne marchait pas. Bon, moi j'aimerais demander si est-ce que parce qu'ils sont en retard ou bien c'est tout juste le nombre que Google Meet peut prendre pour la discussion. Merci pour le moment. Je vais te répondre. Je te remercie également. J'ai commencé par utiliser Google Meet en 2019, en mars 2019, lorsque il y avait la pandémie de COVID-19, où on avait cessé de faire les cours et on était obligé de tenir des séances avec et mon club que j'ai créé à la FASEC qu'on appelle Leader Club. Et par expérience, ce que je peux te dire, Google peut prendre au moins jusqu'à 50. Je dis au moins jusqu'à 50 parce que j'ai fait une réunion avec des gens et nous étions 52. Donc, le problème ne se pose pas là. Ce qui peut se poser comme problème, peut-être, c'est un problème de dynamisme. C'est-à-dire, on vous a envoyé un lien et les gens, dès qu'on vous a dit vous allez faire une séance sur Google Meet, quand je ne maîtrise pas ça, je vais essayer de voir si je vais sur YouTube comment participer à une réunion sur Google Meet et essayer les tutoriels, tester entre nous, amis, pour voir un peu ce que ça va donner. C'est ce que les gens devaient faire. Il y a d'autres qui ont des problèmes de mise à jour dans leur téléphone, si bien que quand ils cliquent sur le lien, ça peut leur demander d'abord de télécharger l'application et ils vont se dire qu'ils n'ont pas de forfait. Ou bien il y a des gens qui sont dans des zones où la connexion n'est pas efficace. Donc c'est un peu ça. Sinon, Google Meet peut prendre plus de 52. Plus de 52. Et à ce que je sache, vous n'atteignez pas 30, vous qui devez participer à la séance. Mais on va voir quand même comment résoudre ce problème-là. Je suis en train de voir, peut-être que vous aurez la vidéo de ce que nous avons tenu comme séance. Maintenant, si elle est lourde, c'est que je vais envoyer ça sur ma page YouTube et les gens pourront consulter ça. Je vais les envoyer le lien ultérieurement. J'espère que j'ai répondu à ta préoccupation. Très bien, doyen, et merci beaucoup pour la réponse. Et par rapport à ce qu'on a eu à faire, bon, moi je n'ai pas trop d'inquiétude. Moi, ça me va déjà avec le temps, avec les applications. Là où on ne comprend pas, je peux vous contacter, demander si les camarades ont encore de questions à poser. Je vais leur laisser la main. Merci beaucoup. Ok, tu as compris. Et pour toute préoccupation, je reste disponible. Vous avez mon contact et on pourra se voir. Zoul, je t'écoute. Ok, merci beaucoup, cher René. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, hein. Je tiens très sincèrement à vous remercier. Ma première préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il y a de différence entre problématique et question de recherche. Puisque le docteur nous avait dit, il nous avait demandé trois choses, problématique et question de recherche. Premier tiret,
deuxième tiret objectif et troisième tiret hypothèse. Maintenant, à travers votre explication, je viens de comprendre qu'il y a deux manières de reformuler, soit de façon affirmative ou par des questions. Mais je voulais savoir si c'est la même chose ou c'est deux manières pour le faire, pour faire la problématique. Merci. Ok. Et en réalité, les questions de recherche et la problématique, il y a un lien de contenant-contenu entre les deux. D'accord? Les questions de recherche font partie de la problématique et ils viennent en dernière position. Et c'est bien consciemment qu'il vous a demandé problématique et questions de recherche. Parce qu'il y en a, il y a des plaisantins qui rédigent une problématique sans question de recherche. Les questions de recherche sont à la fin de la problématique, sinon le dernier paragraphe même de la problématique. C'est eux qui permettent de déboucher sur les objectifs. Parce que c'est aux questions de recherche que les objectifs chercheront à répondre. Les hypothèses donnent des réponses provisoires aux questions de recherche et après l'analyse, la partie résultats et discussions permet de répondre définitivement aux questions de recherche. Voilà un peu. D'accord, merci beaucoup. Merci pour les explications. J'ai vraiment compris. Maintenant, ma deuxième préoccupation, elle est celle-ci. Nous avons parlé de questions de recherche. Je voudrais savoir, comme nous savons que nous avons l'objectif général à donner et deux objectifs spécifiques, est-ce qu'il faut poser une question générale et deux autres questions pour pouvoir avoir trois questions également? Vous avez le choix. Soit vous posez une question de recherche ou vous posez trois. C'est-à-dire une question de recherche qui sera globale et deux petites questions qui seront dérivées de la question de recherche principale. Ou vous faites une question de recherche précise. Je pense que j'en ai parlé au niveau de la problématique. D'accord? Et vous devez poser des questions qui seront précises. D'accord? Il faut voir au niveau de la première partie là, j'ai dit identifier le problème spécifique que vous souhaitez résoudre ou la question à laquelle vous souhaiterez répondre. D'accord? Donc, si vous voulez, vous faites une question. Si vous voulez, vous faites trois questions. Mais je vous suggère, si vous allez m'écouter, de faire trois questions. Parce que il faut être humble et ne pas se dire qu'on a le vocabulaire nécessaire pour poser une question qui sera précise. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vraiment entendu. Merci bien. Je pense que c'est tout ce que j'ai comme préoccupation. D'accord, je t'en prie. Une autre personne. Si vous le permettez, doyen, c'est encore Achraf, j'aimerais revenir un peu. Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est par rapport au travail que le docteur nous a demandé de faire. Maintenant, Oui. ils ont des analyses de la sécurité alimentaire des ménages ruraux dans la commune 2 et on va préciser notre commune. Oui. Maintenant, il a dit, je veux que chaque binôme rédige un protocole d'au moins 3 pages. Il a des problématiques, plus questions de recherche, objectifs et hypothèses. Maintenant, Oui. si nous allons rédiger, est-ce que on va s'en tenir comme seulement de ce que le docteur a demandé ou bien on va le faire comme vous êtes en train de nous apprendre? Ce qui veut dire introduction, les trucs à suivre jusqu'à la fin là, ou bien, comme le docteur nous a déjà précisé ce qu'on aurait dû faire là, on va le faire comme cela. Très bien. Et dans le groupe WhatsApp, je vous ai envoyé un article sur comment vous comporter à la fin et mettre mémoire. Voilà les différentes parties de recherche. Mais ce qu'on vous a demandé, c'est ce que
vous allez donner. En réalité, il veut travailler avec de façon méthodique et peu à peu. C'est-à-dire, vous allez prendre d'abord le cours. Si vous regardez, ça suit la logique de ce que je suis en train de vous dire. Mais il s'est arrêté au niveau des hypothèses. Quand vous allez finir au niveau des hypothèses, il y a un travail qu'on va faire avec vous qui va vous permettre de faire la revue de littérature. Ce travail-là, j'ai déjà fait ça avec Innocent et au moment opportun, certainement, je vais reprendre ça avec vous. Il s'agira de faire un tableau où vous allez faire un bref résumé des documents que vous utilisez. C'est-à-dire quels sont les auteurs, et le thème, l'objectif, et la méthodologie utilisée et les résultats de l'étude. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Vous allez prendre les parties qu'il vous a demandé. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça fait 3 pages. Et comparaison n'est pas raison, mais lorsque moi, je rédigeais mon protocole de recherche a fait 39 pages. Et pour l'article que je rédigeais, ça fait 15 pages. Alors que le protocole seul fait 15 pages. Donc, vous voyez, non, il n'y a pas un protocole de recherche de 3 pages. Donc, ce qu'il vous a demandé, c'est une partie du protocole et c'est à ça que vous allez répondre. Mais tout en faisant ça, vous devez savoir, vous pouvez déjà être en avance et en essayant déjà de faire ces recherches-là pour ne pas vous laisser surprendre par le temps. Voilà. Ok, merci beaucoup, Daim. C'est compris. Ok. Quelqu'un d'autre? Voilà. Maintenant, si vous n'aviez pas de questions, on devait normalement continuer avec les propositions de vos thèmes et autres là. Voilà ce que je propose. Il faut bien que les retardateurs perdent quelque chose. Donc, ceux qui sont en ligne actuellement, vous avez mon numéro, vous m'envoyez vos thèmes et des propositions d'objectifs, de questions de recherche, hypothèses, et ensemble, on va analyser. Je vais vous donner ce que je pense. On va faire comme ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, cher René, merci infiniment.